Watukufuti Moezine, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Ce soir, pour nous accompagner, Noussoura Souleymana, président du CREFOM Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de KTV. Alors, on l'attendait depuis 2014, l'Observatoire de l'immigration est enfin installé à Mayotte. Quelles sont les missions de ce dispositif dans notre département? De qui cet observatoire est-il composé? Ce sont quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre avec vous au cours de ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Avec nous également... Pardon. Avec vous, il sera question de la situation au port de Longoni qui paralyse actuellement le département. En effet, si les différents acteurs ne trouvent pas rapidement une solution, le conflit risque fort de plonger Mayotte dans une pénurie. On fera le point dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 18 janvier. Le port de Longoni est toujours bloqué par les salariés de la Smart. Ce matin, les tensions ont donné lieu à des échauffourées et la société MCG a décidé d'exercer son droit de retrait. Elle demande désormais l'expulsion immédiate de la Smart en référence à la décision du tribunal administratif datant d'octobre 2015. Explication. Les élus du département ont révisé l'octroi de mer lors de la séance plénière du 10 décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, le nombre de taux a été harmonisé afin de mieux coller avec les réalités du territoire. Mais qu'en est-il exactement? Reportage dans votre journal. Depuis un mois, le label Watibé est membre du jury du Trace Music Star Tour, un concours annuel qui a pour objectif de dénicher le futur talent français grâce à des votes sur Internet. Rencontre avec l'un des jeunes candidats mahorais à la fin de cette édition. Et la situation au port de Longoni ne s'améliore pas. Pire, depuis ce matin, la tension est telle que la société Mayotte Channel Gateway a exercé son droit de retrait. En effet, les salariés de la Smart continuent de bloquer le quai numéro 2 tout en déchargeant les marchandises des transporteurs avec lesquels ils sont sous contrat. Le gestionnaire du port a donc décidé de durcir le ton et demande l'intervention des forces publiques pour procéder à l'expulsion effective de la société Smart. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La matinée a une nouvelle fois été des plus tendues au port de Longoni. Les salariés de la Smart continuent de bloquer l'accès à ceux du groupe MCG, ce qui a provoqué de vives échauffourées comme nous l'explique Johan Nel. Ce matin, nous avons déplacé nos grues pour essayer de faire des réglages techniques. Nous avions besoin de les déplacer pour faire des essais de GPSR. On a plein de techniciens qui viennent de métropole, d'Irlande, etc. pour faire les derniers réglages. Nous n'avons pas pu les faire la semaine dernière. Ces personnes doivent repartir très bientôt. Donc il était impératif qu'on tente de mettre les grues en place et de les déplacer pour des raisons techniques. La Smart nous a bloqués immédiatement, nous a agressés physiquement, notre personnel et moi-même. J'ai même subi des agressions, ils m'ont bousculé, insulté, ainsi de suite. Donc par conséquent, nous exerçons nos droits de retrait. Il n'y a plus de personnel MCG sur les quais. Et la conséquence directe en est que le port est bloqué. Il ne peut plus y avoir d'opération sans personnel du délégataire sur le port. En effet, le droit de retrait a été confirmé par voie de communiqué. MCG dénonce les deux accords signés le 23 décembre 2015 et demande l'application de l'ordonnance du tribunal administratif du 9 octobre qui ordonne à la société Smart de quitter les lieux occupés par elle sur le site du port de Longoni. Il y a eu une décision de justice. Suite à cette décision de justice, on a signé des accords, mais on s'est retrouvé en face d'un partenaire qui ne voulait pas travailler avec nous parce que on a signé des accords le 23 septembre, même pas 15 jours plus tard, ils ont bloqué le port. Vous avez pu constater par vous-même la semaine dernière. On ne sait pas, ce matin, dans la réunion d'exploitation du port de Longoni, en présence du commandant du port, on a demandé, enfin le commandant du port a demandé à la Smart les raisons pour ce blocage. Ils ne nous ont donné aucune. Quelles sont les revendications du personnel? Personne ne le sait. Ni MCG, ni le commandant du port n'a été informé des revendications de leur personnel, ni de pourquoi ils font grève. D'autant plus qu'on ne comprend pas que, en général, quand on fait grève, on arrête de travailler.
Les salariés de la Smart travaillent en effet depuis ce week-end, notamment pour décharger un navire MCS, tout en continuant de bloquer le quai numéro 2. Une situation qui ne peut plus durer pour le vice-président du groupe MCG, qui se tourne désormais vers les autorités. Les courriers sont en train de se faire pendant que je vous parle. Dépôt de plainte très certainement. Et maintenant, c'est aux mains de la justice et aux autorités de décider de comment il en est. Il y a un danger sur le port. Notre personnel ne peut pas circuler librement. À partir de là, tant qu'on ne pourra pas circuler, on ne pourra pas travailler. Les jours passent et le conflit entre la Smart et MCG continue de s'enliser. La population est pour sa part victime de cette querelle qui semble n'avoir que trop duré. Une question se pose donc aujourd'hui. Que font les autorités compétentes pour régler ce problème de manière définitive ? Et de retour sur le plateau du JTM, Pierre, on parlait effectivement de pénurie si la situation ne s'améliore pas. Ben oui, écoutez, c'est le risque qui pèse actuellement sur le département. On le sait dans certains domaines, notamment le CHM attend actuellement une grosse livraison, une livraison annuelle, notamment de médicaments, aussi de nombreuses choses qui n'arrivent pas. Donc ça pose problème au niveau du CHM. Nous attendions aussi, on le sait, dans ce navire de la CMA CGM, des bonbonnes d'eau. On sait qu'actuellement nous avons des restrictions d'eau. Parce qu'il ne pleut pas. Effectivement, il y a une pénurie d'eau sur le département. Donc voilà, effectivement, la pénurie, il y a un véritable risque. Maintenant, on va voir comment les choses évoluent, mais la situation est très compliquée. Plus les jours passent et plus ça se complique. Donc voilà, on se demande ce que font les autorités actuellement. Le problème ne va pas pouvoir persister comme ça éternellement. Ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois que le port est bloqué, débloqué, rebloqué, qu'il y a des négociations et puis finalement on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc on se demande véritablement que font les autorités pour ne pas régler ce problème de manière définitive. C'est absolument invraisemblable de voir un port qui fonctionne complètement au ralenti depuis des semaines maintenant. On sait que Mayotte Channel Gateway a de grandes ambitions, ils veulent développer. Aujourd'hui, on est dans une petite guéguerre entre ces deux sociétés et finalement aujourd'hui ce sont les Mahorais qui en pâtissent de cette situation. Donc c'est très compliqué, nous allons suivre de très près ce qu'il en est. Aujourd'hui, MCG demande l'expulsion immédiate de la Smart en référence à la décision du tribunal administratif qui était tombée au mois d'octobre, le 9 octobre 2015. Donc nous allons voir, un accord signé le 23 décembre, 2 semaines après blocage du port. C'est vraiment très compliqué cette situation, elle n'a que trop duré et je pense qu'aujourd'hui tout le monde espère que ça va très vite se débloquer. Et on rappelle que CGM a donc détourné son chemin, ne s'est pas arrêté sur Mayotte à cause de ces petits soucis ici dans le département. Tout à fait. Ce matin se tenait une conférence de presse au cabinet du préfet, une conférence qui fait suite à la réunion d'installation de l'observation de l'immigration. Alors en quoi consiste brièvement cet observatoire ? Il s'agit en fait d'une instance qui répond à la mise en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que du droit d'asile qu'on appelle aussi le CCEDA, un nouvel outil de droit commun à disposition du département qui aura notamment pour mission d'évaluer les problèmes rencontrés par les ressortissants étrangers en situation régulière. Je vous propose plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Créé le 19 août 2015, l'Observatoire de l'immigration a pris officiellement vie ce lundi 18 janvier. Ce matin, le préfet Seymour Morsi a en effet souhaité présenter au grand public ce nouvel outil de droit commun. On était obligé de le faire, c'est la loi qui le dit, mais pour nous ça a une valeur toute particulière parce que le département de Mayotte, c'est à la fois un département français, il appartient à l'Union européenne et il a des pays limitrophes immédiats. Et donc cet observatoire va nous permettre 2-3 choses. La première, c'est de comprendre, savoir de quoi on parle. Quantitativement bien sûr, mais ça n'est pas tout, mais qualitativement. Les personnes qui viennent, qui sont chez nous, dès lors qu'elles sont en situation régulière, il vaut mieux savoir quels sont les problèmes qu'elles rencontrent pour qu'on puisse mieux y répondre. Pour celles qui sont en situation irrégulière, de toute manière, ça continuera à être ce que l'on met en place, c'est-à-dire la reconduite à la frontière. Tout le droit, rien que le droit. Chargé d'évaluer l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration à Mayotte. Il est composé de 24 membres désignés, d'un représentant de la Chambre de commerce, un de la Chambre des métiers et de 3 personnes désignées par le préfet. L'Observatoire de l'immigration se réunira une fois par semestre sur convocation de son président
et peut proposer au gouvernement des mesures d'adaptation rendues nécessaires de par les caractéristiques locales. Un outil indispensable à Mayotte, comme le confie le vice-président du conseil départemental en charge du social. D'abord, une connaissance beaucoup plus complète de la situation. Nous avons l'observatoire pour les mineurs isolés que nous avons mis en place. Il nous manquait peut-être cet observatoire de l'immigration. C'est chose faite aujourd'hui. Donc c'est une meilleure connaissance de la situation. Et donc on a beaucoup parlé dans l'approximation. On a parlé des 7000 mineurs, de 4000. Là, on a une vision plus exacte de la situation. Et donc, ça nous permet, une fois qu'on a dit ça, eh bien, d'agir, de réaliser des choses très concrètement. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait cette installation ce matin. J'ajoute juste une chose, c'est qu'au-delà de cette prise en charge de la situation et des solutions qui seront dédiées, il faut expliquer que ça nous permet aussi peut-être d'envisager des solutions pour régler le problème en amont, c'est la coopération régionale et notamment dans le domaine de la santé dont j'ai la charge au niveau du département. Donc c'est une journée qu'il faut marquer d'une pierre blanche. Un grand pas vient donc d'être franchi pour le territoire. Reste maintenant à espérer que l'efficacité de l'observatoire soit à la hauteur des attentes. Et à noter que Mayotte rejoint ainsi les autres départements d'outre-mer qui en sont dotés depuis 2007. Noussoura Souleymana, que pensez-vous de l'installation de cet observatoire de l'immigration ? On ne peut que se satisfaire parce que vous savez, à Mayotte, nous demandons, nous au CREFOM, nous demandons l'égalité réelle économique, l'égalité réelle sur l'ensemble des mesures. Et donc, quand il y a un volet de l'égalité, notamment dans des domaines qui est assez difficile à vivre à Mayotte, et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, on ne peut que se satisfaire, mais ce qu'on peut demander, que dans la même foulée, ça permettrait peut-être aux collectivités de demander la quote-part qui est versée au nom de l'Europe pour la gestion et l'organisation et le contrôle. Donc je crois que ça peut-être un moyen au département et aux collectivités de s'intéresser à ce sujet parce qu'il y a un moyen financier, n'est-ce pas, au niveau de l'Europe. N'est-ce pas ? Alors, Monsieur le Président du CREFOM, donc je le rappelle, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, mais à Mayotte, quel est exactement votre rôle et vos missions ? Je vais aller très rapide parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le CREFOM a été créé au niveau national dans le but de donner de la voix à l'ensemble de l'outre-mer parce qu'il y avait beaucoup de voix, mais il fallait donner une voix qui pèse. Donc ça a été créé le 31 janvier 2014 à Paris. Et donc la voix a porté parce que nous avons à métropole, nous avons lancé la loi sur l'égalité réelle économique qui a été l'ancien ministre et président d'honneur du CREFOM, M. Lurel, a eu donc mandat du président pour faire une préfiguration de la loi, de projet de loi qui va être, donc le rapport va être rendu prochainement. Donc nous avons permis à la France entière de se dire que l'égalité réelle entre les départements d'outre-mer et la métropole est un sujet. Donc nous allons régler ça. En même temps, il y a eu, pour le niveau national, il y a eu l'itinérance, l'affaire des téléphones là, qui avait une différence entre le roaming. Voilà, le roaming va être réglé d'ici le mois de mai. Et en même temps, nous avons aussi la maison des Outre-mer. Il y a un certain nombre de sujets. L'Outre-mer a de la voix et donc il est important que Mayotte puisse avoir la voix dans l'Outre-mer. Et donc, dans la loi sur l'égalité réelle, nous avons prévu, il a été prévu que Mayotte intègre en même temps les autres départements. Donc c'est une chance parce que pour aller plus vite, entre Mayotte et la métropole, pour vous donner un schéma, les autres départements sont de l'ordre de 7e échelon pour aller à 10 et nous sommes à 3 pour aller à 10. Et nous voulons tous arriver à 10. Donc Mayotte a un chemin qui est important à traverser. Donc les Mahorais doivent se mobiliser pour ça. C'est le sens de la communication que j'ai voulu faire ici. Mais vous allez me demander, mais alors, je vais aller un peu plus loin, mais pourquoi vous venez communiquer ici ? Je vais répondre moi aussi à ma question parce que vous l'avez demandé. Je vais réunir le 23 janvier l'Assemblée générale au lycée agricole de Coconi parce qu'on doit se voir, parce que l'association doit se voir, discuter. Et nous avons prévu 4 mesures parce que je vais aller rapidement. Nous avons prévu de faire une compilation, une rédaction d'un document où on va demander aux acteurs de Mayotte, aux acteurs en vue
de rédiger, on va demander par exemple, on va demander à M. Noussoura, parce que je suis là, on va demander à M. Noussoura d'écrire sur 5 pages qui c'est M. Noussoura, quelle est sa vie personnelle et professionnelle, et quelle est sa vision pour Mayotte. En 5 pages, M. Noussoura rédige et on va rassembler et faire un document, un livre Mayotte. Ça servirait à la fois pour les jeunes qui veulent s'inspirer de Mayotte, mais ça servirait aussi à Paris s'ils ont une vision plus renforcée sur Mayotte. Donc, et ça nous est venu d'un séminaire qui avait lieu donc au CUF à Dembéni, où on parlait de Mayotte, avec des gens qui n'étaient pas de Mayotte et qui étaient un peu à côté de la plaque. Donc on veut remettre la situation à Mayotte. Mais en même temps, il faut que ces Mahorais, ces jeunes qui sont donc à la fac, puissent s'intéresser à l'histoire de Mayotte, les raconter et le défendre. Donc on veut inciter cela. Je vais aller plus vite. Et donc, dans les projets, je disais donc la fin de la rédaction de ce document. La commission pour la lecture, on aura l'occasion d'en parler. Mais je disais aussi qu'il y a eu le rapport. Il y a eu le rapport. Donc, on va se voir. Alors, quel rapport exactement? Non, on va se voir le 23. On sera plus détaillé. Si vous voulez avoir plus de détails, le 23, vous êtes invité au lycée de Coconi. Mais il y a eu un rapport qui est passé récemment, le rapport de la Cour des comptes. Tout à fait. Et j'ai souri quand j'ai entendu, parce que il y a 6 ans, en 2009, je parlais d'un plan Marshall pour Mayotte. On me disait, Noussoura, c'est un illuminé, il perd la tête, il réfléchit. Eh bien aujourd'hui, tout le monde dit que Mayotte, en tout cas les Mahorais, n'ont pas eu le traitement qu'il fallait. Et tout le monde est d'accord. Et il faut donc un plan d'intégration. Comment faire pour aller dans la bonne voie. Donc je me réjouis. Mais justement, vous êtes un conseil. Quel poids vous avez exactement et comment vous coordonnez vos actions avec le CREFOM au niveau national? En fait, il y a un conseil d'administration national et les présidents des comités des associations régionales sont membres de droit à Paris. Mais en même temps, nous sommes en contact permanent, pratiquement jour et nuit, avec Patrick Caram, avec la direction centrale. Il suffit que je passe à la télé et que dans la foulée, il me dit, mais t'as dit quoi? Donc il suit exactement ce qui se passe ici via la communication actuelle, l'internet, tous les moyens. Donc on a les moyens de se voir. L'objectif à court terme? L'objectif, je disais à court terme, il faut que cette association prenne de la voix à Mayotte. Nous sommes une quarantaine actuellement. Ça serait bien qu'on aille à la centaine et au-delà. Parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Et que la voix de Mayotte peut porter si nous sommes nombreux. Parce que là-dedans, en métropole et à Mayotte, les individus sont invités, mais aussi les associations, les structures. Plus on est, mieux c'est. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut que vous inviter à venir chez nous. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Noussoura, je rappelle, vous êtes le président du CREFOM Mayotte. Sans transition, on vous l'a annoncé en direct ce matin dans la matinale de Coésie, l'arrivée clandestine de 4 ressortissants syriens il y a quelques jours dans le département. C'est donc une journée à marquer d'une pierre blanche, surtout lorsque l'on connaît la porosité des frontières de Mayotte. Ces 4 ressortissants syriens ont pu se rendre au CRA, le centre de rétention administrative, sans encombre, et ce, afin d'y demander l'asile politique, de quoi poser question en plein état d'urgence, même si pour le préfet Semo Morsi, il ne semble pas y avoir péril en la demeure. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. C'est pas les premiers. 95% des migrations que l'on a à Mayotte, ce sont les Comores. Les 3-4% autres, c'est des Malgaches. Et ensuite, on a 1% de personnes qui sont originaires d'autres endroits. Ça fait partie du 1% des autres personnes. Elles ont demandé l'asile politique. On est en train d'instruire leur demande. Mais ça fait partie, le droit, tout le droit, rien que le droit. Et on suivra bien sûr de très près cette affaire. Tous les ultramarins connaissent de près ou de loin l'octroi de mer. Mais en quoi consiste-t-il exactement? L'octroi de mer, c'est en fait une taxe française applicable à la plupart des produits importés et spécifiques au département d'Outre-mer. Sa création est récente à Mayotte puisqu'elle a été mise en application pour la première fois le 1er janvier 2014. C'est une ressource financière essentielle au budget des collectivités et en particulier à celui des communes. Mais depuis le 1er janvier 2016, les taux et les produits taxés ont changé. Nous nous sommes donc penchés sur l'harmonisation de ces taxes dans ce reportage signé Adèle Laurent.
Le 10 décembre 2015, le taux d'octroi de mer a été harmonisé par le conseil départemental. Ce dernier est en lien direct avec la douane, qui a pour rôle de communiquer et d'appliquer les taux, mais également de conseiller le conseil départemental pour que cet outil fiscal soit en phase avec la réalité économique de l'île. Seul le conseil départemental a le droit par la loi de fixer les taux, le niveau d'exonération et les secteurs d'activité exonérés. Le conseil départemental, assisté d'un cabinet d'expertise fiscale, ils ont revu en fait le tarif existant en essayant de le simplifier et ils ont essayé de faire une harmonisation des taux pour effectivement le rendre beaucoup plus lisible. Mais d'un autre côté aussi, profiter de toute la latitude qu'apportait la nouvelle loi octroi de mer pour pouvoir autoriser des exonérations sur l'ensemble des secteurs qui sont porteurs du développement économique de l'île. C'est un peu un ballon d'oxygène pour les collectivités locales, car effectivement, elles ont une part significative de leurs finances, de leur trésorerie qui provient de l'octroi de mer, d'où son importance. Le taux d'octroi de mer est un outil fiscal à manier avec précaution et le conseil départemental et les douanes ont pris en compte les besoins des citoyens. Ainsi, les livres et les journaux ne sont pas taxés, les carburants sont taxés à 2,5%, les produits alimentaires essentiels à 5% et les médicaments et produits pharmaceutiques à 10%. Les sociétés de moins de 300 000 € de chiffre d'affaires sont, eux, exonérées d'octroi de mer. Donc nous sommes non seulement en charge d'appliquer les décisions du conseil départemental, mais aussi d'expliquer, de soutenir et les experts du conseil départemental et aussi les usagers. Donc c'est une relation au quotidien, et cette relation au quotidien, en ce qui concerne le conseil départemental, elle est également formalisée par des réunions trimestrielles au cours desquelles on fait le point, le bilan de l'application des nouvelles dispositions de la taxe octroi de mer. Et de toute façon, il y a une clause de révision, je crois qu'il est en décembre 2017, pour revoir en fait le travail relativement significatif qui a été fait dans l'harmonisation des taux. Donc ça, c'est un processus au fil de l'eau, complètement à la main du conseil départemental, rien n'est gravé dans le marbre. Le meilleur outil fiscal, c'est celui qui est le plus transparent. Ce qui est intéressant pour les citoyens, c'est d'une part la meilleure lisibilité du tarif. Vous avez une simplification dans sa présentation et j'allais dire une certaine logique dans sa présentation. Par exemple, tous les véhicules automobiles sont taxés à 30%. Mais pour en revenir effectivement aux besoins fondamentaux de l'île, vous avez par exemple les camions incendies qui, eux, seront à 10%. Vous avez par exemple les ambulances qui seront aussi moins taxées. Les taxes sont, adaptées aux enjeux et aux utilisations des produits qui sont apportés. Rappelons que les recettes vont aux communes et participent donc au développement de l'île. Afin d'expliquer le fonctionnement de l'octroi de mer, une rencontre est organisée le 22 janvier à la Chambre de commerce et d'industrie entre le conseil départemental, les douanes, la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, et les producteurs locaux. L'ONTPE, l'Organisation nationale des toutes petites entreprises, est présente à Mayotte depuis maintenant un an. Ce dimanche, le syndicat a organisé une réunion afin de mobiliser les responsables des petites entreprises et de continuer son action pour faire entendre sa voix. Plus d'une quinzaine d'entrepreneurs ont répondu présents et sont motivés afin de faire changer les choses dans leur secteur d'activité bien défini. Ils estiment être les seuls sur le marché à pouvoir encore créer de l'emploi et contribuer au développement économique de l'île. Un reportage signé Shakila Youssouf et Leslie Vimonet. Ces hommes sont tous animés par un projet commun qui est de faire respecter le droit et le travail des petites entreprises de Mayotte. Les membres de ce syndicat ont pour vocation d'accompagner les entrepreneurs de moins de 20 salariés dès la création de leur entreprise, de contribuer à leur croissance et de les accompagner dans la pérennisation de leur société. Un travail que les membres de l'ONTPE Mayotte mènent par étapes. C'est du moins ce que nous explique le secrétaire général du syndicat, Sylvain Philis. J'en ai pas trop fait, j'attends petit à petit. J'attends de voir parce que la politique actuelle, elle est un peu vague. Au gouvernement, ils sont sans arrêt en train de réformer. Donc là, on attend le nouveau code du travail. Donc moi, j'estime qu'il faut attendre un petit peu, il ne faut pas aller trop vite. Mais maintenant, ce qu'on va faire avec Nassur, c'est relancer. On va appeler
beaucoup d'entreprises à nous rejoindre, d'adhérer avec nous parce que plus on est nombreux, plus on pourra défendre déjà les paiements à 45 jours qui se fassent, parce que pour l'instant il y a des problèmes de paiement, qu'on puisse être aussi présent quand il y a des appels d'offres pour défendre les petites entreprises. Le développement économique de Mayotte passe par le soutien et la pérennisation des petites entreprises, souligne le président de l'ONTPE Mayotte. En pleine phase de structuration, les réunions pour l'année 2016 poursuivront un objectif, changer le système actuel. Quand on regarde le système aujourd'hui de liquidation des dépenses au niveau des marchés publics, où on installe ce qu'on appelle une priorité. Vous pouvez travailler où votre facture reste impayée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que vous n'êtes pas l'ami, parce que vous n'avez pas voté, parce que vous n'avez pas. Ces genres de situations doivent changer. Nous avons un bataillon de juristes derrière, où à chaque fois, on sera obligé d'aller au tribunal. L'organisation TPE nationale mettra les moyens pour que cesse un certain nombre de méthodes, cesse un certain nombre d'attitudes sur Mayotte. C'est aussi simple que ça. Quand quelqu'un ne respecte pas le droit, il y a le droit qui le sanctionne. Le chantier de ce jeune syndicat est colossal, mais le groupe compte sur l'union de l'ensemble des chefs de petites entreprises pour gagner la première bataille qui consisterait à faire appliquer la réglementation de la garantie décennale. Mayotte compte plus de 1000 petites entreprises et l'ONTPE souhaite que ces derniers continuent de se développer, notamment grâce aux appels d'offres. Le département étant actuellement en pleine mutation économique, le combat s'annonce d'ores et déjà social et juridique. Zaïdani, victime de gris-gris, chasse aux clandestins à Timkoura et nuisances sonores. C'est aussi dans l'actualité de ce lundi 18 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. Le 16 décembre 2014, un arrêté préfectoral réglementait la vente d'alcool et établissait un cadre juridique quant aux nuisances sonores. Or, plusieurs mois après sa mise en application, force est de constater que celui-ci n'est absolument pas respecté. Si les grandes surfaces respectent la loi et baissent leurs rideaux à l'heure dite, ce n'est pas le cas des petites supérettes, les doukas. L'arrêté avait bien été respecté quelque temps, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Pourtant, selon la loi, la vente d'alcool à emporter est interdite de 20h à 8h en semaine et de 12h à 8h le dimanche, laissant la part belle à un marché parallèle qui s'est progressivement installé. Quant aux nuisances sonores, si les exploitants sont tenus de prendre toute disposition de nature à préserver la tranquillité du voisinage, les niveaux sonores éclatent toujours les tympans des riverains dans certains quartiers de Mamoudzou, et ce pratiquement chaque week-end. Mais là où l'incohérence de la situation fait bondir, c'est que les autorisations sont dûment délivrées par une municipalité consciente que sa police municipale ne travaille pas le week-end, laissant la charge à une police nationale qui a bien d'autres chats à fouetter. Cet arrêté préfectoral est un cuisant échec, l'anarchie mise en place par la municipalité ayant pris le pouvoir au détriment de la tranquillité d'une population en première ligne. L'ancien président du conseil général et conseiller départemental de Pamandzi, Daniel Zaïdani, fait sans conteste partie des grands leaders de l'opposition au sein de l'hémicycle. Particulièrement actif, intervenant dans les médias pour notamment dénoncer des situations aberrantes au sein du département, il a envoyé un post hier sur les réseaux sociaux en réaction à une étrange découverte faite dans son jardin. Encore des actes de sorcellerie. Suite à mes sorties médiatiques, notamment sur Mayotte Première, radio et télé, mardi et vendredi, sur les actions négatives au sein du conseil départemental et sur le rapport de la Cour des comptes sur la départementalisation de Mayotte, la réponse de mes opposants n'a pas tardé. Ce dimanche, en me levant, j'ai retrouvé une patte de poulet devant la maison. Pour les Iliens, nous savons très bien qu'il s'agit d'un acte de sorcellerie ou de gris-gris qui a pour objectif de me faire taire par tous les moyens. Alors mes chers opposants, vos gris-gris ne m'intimident pas et ne me feront pas taire. Voilà qui remet les choses à leur place. Le week-end aura été bousculé dans le sud de l'île à Timkoura par ce qui s'est apparenté à une véritable chasse aux clandestins dimanche. En effet, excédé par la pression migratoire sur le foncier, dans les écoles et bien d'autres domaines, une centaine de personnes s'est rassemblée et a procédé méthodiquement à l'expulsion des étrangers de la commune, également accusés d'être à l'origine de la délinquance galopante. Comme à Chikoni, Bandrélé, Bandrabois ou Mtsamboro ces derniers mois, la colère a désormais atteint Chirongi. Chaque jour, le phénomène s'étend et semble prendre de l'ampleur. En effet, une partie de la population du département a ainsi décidé de prendre le relais de l'État pour expulser les immigrés clandestins non pas du territoire, mais de leur village.
Et le jeune Madi Hakim Wesley, âgé de 19 ans, est candidat au concours de Trace Urbaine, dont les membres du jury ne sont autres que le label Watibé. Il aura la chance de représenter Mayotte au concours Trace Music Star de cette année 2016. Publié depuis un mois sur le site de Trace TV, sa vidéo a été élue coup de cœur du jury. Ce dernier l'a donc sélectionné pour la prochaine étape du concours. Ce jeune artiste, compositeur et danseur compte sur le soutien de ses fans, mais également de tous les Mahorais pour avoir la chance de remporter le concours. C'est un reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laurent. Wesley baigne dans la musique depuis sa naissance. Il construit son univers musical encadré par ses parents musiciens qui le soutiennent et le poussent. Aujourd'hui, il se lance dans la folle aventure du concours Trace Music Star dans l'espoir de faire connaître son talent et de partager sa passion avec le grand public. Ce midi, sa vidéo avait à son actif 1811 voix du public. C'est un concours qui est organisé une fois par année par Trace. Et il y a des candidats d'un peu partout dans le monde. Et c'est que cette année que j'ai découvert ce concours et on s'est présenté. Et personnellement, je ne pensais pas que j'allais faire le buzz. Mais j'allais être le coup de cœur du jury, comme les gens le disent. Je chante tout le temps, que ce soit sous la douche, à la cuisine, aux toilettes, dans la rue. Les gens ils me trouvent, ils pensent que je suis fou, mais je chante un peu partout. Comme bon nombre de jeunes artistes de l'île Lagon, Wesley souhaite, à travers sa musique, valoriser sa langue maternelle et peut-être ouvrir une voie aux artistes mahorais. Mon rêve, c'est d'approcher un peu toutes les grandes stars qui passent sur Trace, les stars internationales, au lieu de rester ici à Mayotte à chanter pour rien. J'aurais aimé en fait pouvoir m'approcher d'eux pour vivre dans le même domaine qu'eux, comprendre comment eux ils fonctionnent. En gros, le fait de faire ce concours, si j'ai la chance de gagner, ça m'ouvrirait plusieurs portes côté musical. Comme on le dit si souvent chez nous, il a ça dans le sang. Wesley vit pour la musique et travaille depuis sa tendre enfance pour devenir l'artiste complet qu'il est aujourd'hui. Malgré avoir eu son compte Facebook piraté il y a 2 jours, il continue à s'accrocher pour peut-être réaliser son rêve et vivre de son art. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, Inch'Allah. Je suis l'un des seuls Mahorais qui passe sur Trace, donc votez. Et oui, voter, comme quoi c'est important de croire en ses rêves. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Un journal que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Quel temps fera-t-il demain ? Eh bien, dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Perrine. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Oulfat Hachim, responsable des risques professionnels à la CSSM de Mayotte. Elle était ce matin au micro de Patrick Milan. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même chaîne, même heure. Kwaheri.